En passant le portail des maisons Vélan-III, on découvre les murs et le sol de la magnifique bâtisse, jonchée de sculptures, de tableaux, de meubles à la signature remarquables. Des oiseaux d'abord, au rez-de-chaussée, qui volent partout aux couleurs chatoyantes, les uns libres, les autres en cage, et nous parlent de nous-mêmes sans dire un mot. À l'étage, le sol est dur, mais on sent la mer. On sent son odeur, les pagaies, les épaves, et l'immensité des flots est signée Pradel. Une griffe faite d'une maîtrise hors pair de l'artisanat, ce travail sacré derrière l'art. Une telle maîtrise qu'on se demande où l'artiste l'a-t-il acquise. Mon père était artiste, ma mère était dessinatrice de haute joaillerie. Mon père avait une formation donc non seulement de beaux-arts et d'ateliers d'art, etc. Et il était dinandier. Il avait designer et dinandier. Il l'exerçait. Donc on a déjà, je dirais, j'étais déjà dans une enceinte favorable à faire de la création et à chercher à travailler manuellement la matière. Parce que la matière m'a toujours attiré. Donc je choisis entre deux matières. Je voulais travailler à un moment donné dans la pierre, je voulais être tailleur de pierre ou ébéniste marketeur. Et donc j'ai suivi une formation d'ébéniste marketeur dans des ateliers de compagnons d'abord. Et ensuite, en plus, dans des écoles supérieures, mais en tant que professionnel. J'étais à l'école du Louvre, j'ai bousculé un petit peu les barrières en fonçant, et très rapidement, je me suis mis à mon compte parce que j'avais un caractère qui était un caractère de solitaire. Je ne vais pas parler d'artiste tout de suite, mais un esprit très, très indépendant. J'aimais pas avoir un patron sur le dos. Il fallait que je me prenne en charge complètement. Un tempérament et une formation, un talent aussi, qui ont permis à Guy Pradel de séduire de grandes maisons comme Dior et bien d'autres encore. Partout, on passe commande de ses œuvres, des présidents africains comme Omar Bongo par exemple, raffolent de ses meubles. Dès lors, on est en droit de se demander comment un artiste d'une telle envergure a pu tomber amoureux de Madagascar. Cette rencontre, je suis arrivé donc avec ma culture française, ma culture, je dirais, d'entreprise, ma culture des relations un peu du luxe, du monde du luxe, etc., vers une culture beaucoup plus, pas dire primitive, mais beaucoup plus traditionnelle, dans le sens où il n'y avait pas la même expérience de civilisation. Les matières étaient beaucoup plus brutes, etc., et ce qui n'était pas un mal, au contraire, c'était même une qualité, puisque ça a été la confrontation de ces deux cultures qui m'ont permis de me détacher de mes histoires, de cette notion de luxe, ou de savoir-faire, ou par exemple, quand on fait un meuble, ou quand on fait une marqueterie, ou quand on fait un tableau, on rentre dans des critères bien définis de qualité. J'ai oublié ces critères de qualité, j'ai fermé les yeux pour m'adapter aux critères de qualité que je pouvais amener avec les supports de Madagascar et la culture de Madagascar. C'est pour ça que toutes mes pièces ici, il y a une très grosse influence de Madagascar, parce que je ne peux pas la renier, parce que je l'ai adopté. Et mon savoir-faire, je dirais européen, luxueux, je ne l'ai jamais oublié. Et j'ai assemblé les deux. Le résultat, ce sont ces 74 pièces d'exception, parmi elles ces pagaies étranges. Ici, une pagaie pour aller plus vite, là, une autre pour faire rebrousser chemin. Tout cela dans une métaphore qui parle à tous en disant la réalité d'un pays, mais aussi celle de l'homme. Là, on a la pagaie, la prise dans le boost, donc impossible d'avancer. Là, on a la pagaie bricolée pour suivre dans la misère. Ils ont tous un sens. Mais à vous de découvrir, je dirais, l'histoire.